Après quelques jours où j'étais pas mal occupé, on reprend les vidéos d'analyse sur YouTube. On a 11 matchs au programme et on va analyser chaque rencontre dans quelques instants. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer les 11 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Et en plus, vous recevrez une notification dès la publication de celle-ci. Sachez que vous pouvez télécharger le guide NBA totalement gratuitement. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email. Donc, vérifiez vos spams. Je vais vous montrer ici le guide où je vous fais un petit point des arrivées, des départs, mon avis sur chaque équipe pour vous aider à faire vos analyses. Et en plus, en téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à ma formation NBA totalement gratuite aussi, où je vous partage comment j'analyse, comment je détermine un handicap, une value, les erreurs à éviter, les sites que je peux utiliser, les outils que je peux utiliser, etc. pour vous permettre de mettre en place votre stratégie, évidemment éviter de faire des erreurs et générer vos premiers bénéfices en NBA. Donc le lien est dans la description si vous voulez télécharger ce guide. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez le lien du Discord pour rejoindre près de 4000 par ailleurs, où vous pouvez échanger sur le basket, comme là vous avez le salon basket, vous avez le salon football, ici tennis, etc. Vous avez tous les sports avec différents salons avec les règles, etc. Les différents rôles, bref, tout est assez bien expliqué globalement, si vous voulez échanger avec moi-même et la communauté, rejoignez tout de suite le Discord, le lien est dans la description. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de la veille en NBA, même s'il n'y a pas eu d'émission. On va voir ensemble ce qui s'est passé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous aviez joué, et j'espère que vous avez encaissé une soirée NBA avec quelques matchs quand même. Je me souviens que le premier match c'était les Lakers qui sont imposés face aux Spurs. Le temps que ça charge ici au niveau du basket, et on reprend les matchs de la veille. Voilà, les Lakers qui s'imposent face aux Spurs, les Hawks qui prennent leur revanche et qui tapent les Bucks de Milwaukee. Vivement que Middleton revienne pour les Bucks. Charlotte qui met fin à cette série de Golden State, une très bonne série. Alors après, faut relativiser la bonne série des Warriors quand même. Beaucoup de matchs à domicile, peu de gros adversaires, quasiment aucun déplacement. Donc voilà, premier déplacement quasiment dans la saison, c'est une défaite. Premier road trip d'ailleurs pour eux, je pense. Et on va voir si ils terminent correctement cette série de matchs à l'extérieur. Phoenix qui met la branlée à Houston, les Nets qui mettent la branlée au Thunder, Denver qui met la branlée à Portland privé de Damian Lillard, et enfin les Bulls s'imposent chez les Clippers 100-90. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé ce dimanche en NBA, et ce soir on a une grosse carte. Alors on va commencer avec le premier match de la soirée, c'est les Cavaliers qui reaccueillent Boston dans cette soirée, avec une victoire de Cleveland dans les dernières secondes lors de, je crois que c'était la soirée de samedi, avec Boston qui menait 19 points, et les Cavs qui étaient très maladroits en première mi-temps ont réussi à remonter et à s'imposer. Donc les Cavs sont capables de gagner, on l'a vu, même en étant menés de 19 points. Donc méfiance pour Boston, je pense qu'ils sont prévenus. L'absence de, comment il s'appelle, Jaylen Brown, parce qu'a priori il pouvait potentiellement revenir, mais on peut le voir ici qu'il est encore forfait contre Cleveland. On a du Josh Richardson qui n'a pas joué contre Cleveland le samedi, mais on n'a pas d'infos sur lui pour ce soir. Et enfin, Al Horford sont probables. Voilà, on a l'info de Josh Richardson via Al Horford. Ils sont probables les deux.
Al Horford et Josh Richardson, donc une seule absence. Jaylen Brown, ça c'est deux bons retours de blessure, ça va apporter un peu de présence dans la raquette, un peu d'expérience du côté d'Al Horford et peut-être un poil de scoring pour Richardson. Du côté de Cleveland, on a Sexton, Love et Markkanen qui sont toujours forfaits. D'ailleurs, c'est quand qu'ils vont revenir Love et Markkanen? Non, ils sont toujours pas là. Ils sont en quarantaine. Bon, j'ai vu Kevin Love sur le banc. Hein. Vive la quarantaine quand même. Hein. Vive la quarantaine, on l'a vu contre Boston. Alors par contre, Markkanen n'était pas là. Bref. Donc Boston peut prendre sa revanche peut-être ce soir. Je pense qu'ils ont complètement les armes pour s'imposer. On sait que c'est très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe. Hein. Donc Cleveland part avec un petit désavantage là-dessus. On a vu que Boston, avec un bon collectif, une bonne adresse, peut dominer cette équipe de Cleveland. Tatum va être bien évidemment hyper important. Il va falloir que Schroeder continue ses bonnes performances. Moi je pense qu'on a un petit spot sur Boston là ce soir. On a un petit spot sur Boston. Bon, petit moins 2,5 à 943 est pas dégueulasse. Après, ça peut être un match serré. Attention au collectif de Cleveland qui est très très bon quand même, qui joue finalement Cleveland sans stress, sans pression, etc. Voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, ils se battent, ils lâchent rien. Moi, j'adore comment jouent mes Cavs de cette saison. C'est vraiment très plaisant à voir jouer. Il y a de la progression chez les jeunes comme Garland, le rookie Mobley qui moi me fascine tellement il est bon, il est propre. Ricky Rubio qui apporte son expérience, son QI basket. Il y a quelque chose qui se passe à Cleveland quand même malgré tout. Après, je pense qu'on est sur un petit spot Boston. Donc préférence Boston sur cette rencontre. Ensuite, on a Washington qui reçoit les Pélicans. Washington qui sont privés. Eh bien, on peut le voir ici à l'écran. Alors, c'est où pas mal de matchs privés de Bradley Beal, de Bertans, évidemment de Bryant qui s'était fait le ligament croisé l'année dernière. Et Hachimura, donc ça fait quand même pas mal d'absences. On a vu le retour de Brandon Ingram. Est-ce qu'il va être préservé ou pas? On va les vérifier quand même, on sait jamais. Hein. On sait qu'il était limité en temps de jeu la dernière fois. Donc voilà, Zion Williamson est toujours forfait, ça. Et qui sera... on ne sait pas quand il va pouvoir rejouer. Il risque de jouer à partir de décembre. Donc encore quelques semaines. Donc le retour d'Ingram a fait que ils ont gagné contre Memphis assez facilement la dernière fois, hein, les Pélicans, donc attention, équipe qui peut redevenir un poil redoutable. Il faudrait qu'Ingram soit vraiment à 100% quand même. Je pense que sur une jambe ou temps de jeu limité, etc., ça peut... si Graham il est pas bon, si Valanciunas c'est pas bon, tout de suite on peut retrouver les Pélicans qui ont galéré d'ailleurs pendant l'absence d'Ingram, hein, évidemment. Sans Bradley Beal, je pense qu'il y a du joueur. Je pense qu'il y a encore du joueur. Dinwiddie capable de porter l'équipe au scoring. On a comment il s'appelle, Montrezl. On a du Kyle Kuzma qui vont devoir élever leur niveau, step up leur niveau. Je pense que Washington part logiquement favori. Je me méfierais quand même de ces Pélicans. Donc pour moi, bon, cote bien placé. Il y a pas forcément quelque chose d'intéressant à prendre dans cette rencontre. Potentiellement, ceux qui veulent tenter un Pélican à 2,59, pourquoi pas, c'est pas l'assurance tout risque, mais je serais pas surpris de voir les Pels faire tomber les Wizards de chez eux en l'absence de Bradley Beal. Donc voilà, je pense que ça peut être un match piège pour cette équipe de Washington qui malgré tout réussit à battre quand même son Bill Orlando, ce qui est pas non plus une énorme performance. Donc à voir, ça va être intéressant comme match. Moi je pense qu'il y a quand même, là ça commence à s'accumuler les absences du côté des Wiz. Si Kuzma est pas très bon, que Dinwiddie en fait finalement il y a un poil seul au scoring, je sais pas, je pense que ça peut tomber les Wizards, donc voilà pour cette rencontre. Atlanta, non c'est pas Atlanta, c'est Détroit face à Sacramento, Détroit qui reçoit les Kings. Détroit qui s'est imposé face à Toronto la dernière fois, si je me trompe pas, c'est bien ça. Et les Kings qui font du Kings, les Kings qui sont sur 4 défaites d'affilée alors qu'ils étaient un petit peu casse-couilles juste avant, hein, si je me trompe pas, on va vérifier ça aussi. Un peu casse-couilles, hein, capable d'aller gagner contre Charlotte, capable de battre les Pélicans, battre du Phoenix, etc. D'accrocher finalement du Jazz, d'accrocher du Mavericks, donc un peu relou, mais là c'est 4 défaites, hein, 4 défaites contre Indiana chez eux, contre Phoenix.
contre les Spurs où ils se sont fait laver, et ils perdent à Oklahoma City, un match qui normalement devrait être à leur portée. Ça montre que les Kings ne progressent pour moi en tout cas pour le moment, ne progressent pas. Cette défaite à OKC est une... comment dire, pour moi, devrait être le signe finalement de est-ce que les Kings vont faire les playoffs ou vont se battre pour les playoffs, ou est-ce que les Kings vont être encore irréguliers, et finalement ne pas gagner ce genre de match à Oklahoma City. D'ailleurs, de mémoire, est-ce qu'ils se sont fait dominer ou est-ce qu'ils ont... D'ailleurs, en plus, ils ont mené toute la première mi-temps, ils se sont fait remonter, ils ont perdu de 11 points le quatrième quart-temps. Comment vous voulez jouer les playoffs quand vous menez de 9 points début du quatrième quart-temps et vous perdez à Oklahoma City? Et là, vous vous déplacez à Utah, à Détroit, qui est une équipe qui casse les couilles à domicile. Chicago peut en être témoin. Ils ont eu un peu de mal face aux Pistons en début de saison. Une équipe qui ne lâche rien. Une équipe qui, ces dernières saisons en plus, ont, je crois, même battu les Kings. On va vérifier. Mais je sais qu'une fois, les Kings ont gagné à la dernière seconde sur un tir de Buddy Hield. Et il méritait pas. Il méritait pas. C'est ça, les Kings avaient gagné 107-110 à Détroit. On a Détroit qui avait gagné 113-101 face à Sacramento à Sacramento. Même les Kings en 2020, ils avaient galéré contre cette équipe de Pistons, et les Pistons avaient mis une fessée à Sacramento. Donc on peut voir quand même que les Kings contre les petits, ils ont tendance à choke. Donc moi, un moins 4,5 Sacramento me semble logique, parce que je les trouve plus forts quand même malgré tout, mais je le trouve absolument pas value. Absolument pas. Limite, vous voulez tenter Détroit en sec, moi ça me choque pas. Clairement, pour moi, il y a rien à faire, en tout cas du côté de Sacramento. Et si vous avez une petite pièce à mettre, ce serait peut-être plus sur du Détroit. Mais je m'attends quand même à une réaction des Kings. Donc voilà, mais la cote en vaut pas du tout la chandelle, donc pour moi c'est un beau no-bet où on tente du Détroit à 2,68, pas déconnant, voire un petit plus 4,5 pour sécuriser aussi si vous souhaitez, pour éviter un petit panier à la dernière seconde comme il y a eu l'année dernière pour les Kings. Donc voilà. Ensuite, on a un match qui va être hyper intéressant, c'est les Knicks qui reçoivent les Pacers d'Indiana. Les Knicks qui sont pas top en ce moment, hein. Pas top je trouve. On est sur 2 défaites d'affilée contre les Bucks, contre les Hornets. On a aussi une victoire face aux Sixers, mais encore heureux, il n'y avait pas Embiid, il n'y avait pas Harris, il n'y avait pas Simmons, il n'y avait pas Curry, donc encore heureux que ça gagne contre les Sixers. Ça se fait laver à domicile contre Cleveland. On attend une réaction des Knicks. On attend une réaction des Knicks face à une équipe de Indiana qui commence à se réveiller, qui a tapé les Sixers, qui a tapé le Jazz. Bon, qui a choc à Denver quand même. Là, ça c'est pas beau. Qui a fait le taf à Sacramento. Donc attention Indiana qui peut être une équipe redoutable qui va rien lâcher. Ça sent aussi les années 90, hein, cette affiche, hein, pour ceux qui se souviennent les duels entre Indiana et New York et Reggie Miller, les Spike Lee et tout ça qui se chambraient dans les tribunes, la bonne époque des années 90 de Michael Jordan et tout ça. Et du coup, on a des New Yorkais qui doivent, pour moi, s'imposer ce soir. Préférence New York. Il y a plus de talent. Ils vont pas être dominés normalement dans la raquette. Hein. Randle, Robinson, etc. peuvent limiter les impacts de Sabonis et comment il s'appelle, Miles Turner. D'ailleurs, je pense que le match va se jouer là-dessus. S'ils arrivent à rivaliser, c'est très bien. Et derrière, c'est Evan Fournier et Kemba Walker notamment qui doivent prendre le dessus sur Malcolm Brogdon. Donc, on va devoir avoir un match normalement logiquement serré puisqu'Indiana est une équipe casse-couille. Mais je pense qu'on est plus proche quand même d'un spot New York, d'une potentielle value sur les Knicks. Donc, préférence New York sur cette rencontre. On a Atlanta qui reçoit Orlando. Atlanta qui vient de taper les Bucks. Après un road trip mais dégueulasse de nos amis des Hawks qui se sont fait déboîter par toutes les équipes de l'Ouest et qui rentrent à la maison tranquillou, qui va mettre une fessée aux champions.
Payez votre entre guillemets logique, même si finalement Atlanta a quand même du talent. Et c'est pas surprenant que ça batte les Bucks hein, avec un énorme triangle hier. Par contre, j'étais quand même assez surpris que pendant ce road trip, cette équipe d'Atlanta n'a pas réussi à faire figuration finalement face à des équipes comme le Jazz, comme les Warriors, etc., etc. Bon, qui perdent au Jazz ou aux Warriors, pourquoi pas, se faire déboîter. Là, ça sent, il y a un truc qui est un peu gênant quand même, je trouve, alors qu'ils ont complètement le roster pour au moins accrocher ces équipes-là. Ce soir, ça joue Orlando. Logiquement, Atlanta doit gagner et assez facilement. Si tu perds contre Orlando, alors déjà cette équipe d'Atlanta n'a rien à rien y comprendre. Tu bats les Bucks facile chez toi, le lendemain tu perds contre Orlando. C'est la NBA, rien n'est surprenant, mais quand même, ça ferait vraiment tâche. Je pense quand même qu'Atlanta va gagner ce soir, va faire le taf. Est-ce qu'ils vont mettre la branlée? Si ça joue comme hier, évidemment qu'ils mettent la branlée, et même bien plus que la branlée, c'est vraiment le cul rouge, la fessée, tout ce que vous voulez, quoi. C'est le gif du donut sur Discord. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, vous comprendrez évidemment à quoi je me réfère. Donc Orlando peut se faire laver ce soir, d'accord? Donc là, les books estiment qu'on a un Atlanta qui va gagner entre 5 et 15 points d'écart, c'est pour ça qu'on a un moins 10 et demi. En fait, c'est quelle version d'Atlanta on va avoir ce soir? La version d'hier? Où là, le moins 10 et demi semble valu? Ou est-ce qu'on aura la version du road trip? Dans ces cas-là, c'est pas du tout valu. Et il est là le problème. Et depuis le début de la saison, on va reprendre les matchs des Hawks, mais depuis le début de la saison, c'est pas rassurant. Ça bat les Bucks, ok, mais juste avant ça, ça fait détruire à Denver, ça s'est fait détruire à Utah, ça s'est fait détruire à Golden State, ça s'est fait détruire, bon, détruire c'est un grand mot, ça a perdu à Phoenix, ça s'est fait déchirer contre Utah chez toi, ça s'est fait déchirer à Brooklyn, ça on va dire galérer entre guillemets à battre Washington, ça s'est fait détruire par les Sixers, ça s'est fait détruire par Washington. Alors, en fait, la dernière victoire convaincante, elle est hier en fait. Mais avant hier, il faut remonter au 25 octobre avec une victoire de 18 points contre Détroit. Ça perd contre Cleveland, finalement pas surprenant. Ça tape Dallas. Et ça, c'était leur premier match de la saison. Le début de saison d'Atlanta est quand même bien dégueulasse. Faut le reconnaître. Là, c'est bon, j'ai remonté tous les matchs d'Atlanta. Premier match de la saison, ils mettent une fessée à Dallas. Tu te dis, ok, nickel. Derrière, ça perd à Cleveland. Là, à l'époque, c'était une petite surprise quand même. Aujourd'hui, c'est peut-être pas surprenant vu comment joue Cleveland. Bon, déjà, tu te dis, ok, Atlanta, oh, attention quand même, ça a l'air d'être assez régulier. Derrière, ça viole Détroit. Donc là, on se dit, ok, ça fait le taf contre les petits. Ça a galéré contre les Pélicans, souvenez-vous. Donc là, on dit, oh putain, Atlanta, ils ont remonté contre les Pels, ils gagnent à l'arrache, ils font chier, ils sont irréguliers. Derrière, ils se font déboîter contre Washington, je vais pas reprendre les matchs, déboîtés face aux Sixers, ils gagnent à l'arrache contre Washington, ils se font déboîter par Brooklyn, Utah, Phoenix, machin, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais pas quoi penser de cette équipe d'Atlanta. Atlanta a le talent pour passer le moins 10,5, clairement, mais ça doit gagner normalement. Logiquement, ça doit gagner, vu le roster sur le papier, vu la performance d'hier, ça doit gagner. Mais on a vu que c'est très irrégulier. Très irrégulier, qui fait que je n'ai pas confiance à partir sur un moins 10,5. Et pour moi, du coup, ça me semble tout à fait logique. On pourrait penser que ça devrait gagner entre 10 et 20 points, et donc du coup, le vrai H pourrait être de moins 15,5. Mais au vu de l'irrégularité de cette équipe-là, qui peuvent très bien gagner de 20 points comme gagner de 5 points, finalement, un moins 10,5 me semble totalement bien placé. Moi, j'ai une préférence quand même, au vu du talent papier, sur le moins 10,5, si je devais être forcé à jouer. Mais en soi, au vu des résultats, moi je touche pas. Je touche pas, clairement pas. Et encore moins après avoir gagné facilement face aux Nets, face aux Bucks hier, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme match? Donc là, on a fait ça, on a fait New York, on a fait Washington, ok. Dallas face à Denver. Dallas qui part pour moi logiquement favori à domicile face à cette équipe des Denver Nuggets. En plus, je m'attends à une petite revanche, une petite réaction de la part des Mavericks. On se souvient qu'ils s'étaient fait exploser, défoncer à Denver en perdant de 30 points au Pepsi Center.
Je m'attends quand même à ce que ça soit mieux quand même ce soir. Je m'attends pas à du plus 30 pour Denver. C'est pas parce que Denver a tapé Dallas chez eux que ce soir forcément ça va être le cas. Denver, j'ai l'impression qu'il y a deux visages. Vous me direz si je me trompe, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'il y a un Denver à domicile et un Denver à l'extérieur. Et ça a déjà été le cas ces dernières saisons, même avec Jamal Murray, où à l'extérieur ils étaient peut-être un poil plus irréguliers et à domicile ils étaient quand même costauds. Moi je vois Dallas gagner ce soir, c'est un spot Dallas. Ça devrait gagner entre 1 et 10 points d'écart la plupart du temps. On a un moins 4,5. Luka Doncic, Porzingis, comment il s'appelle aussi l'autre, Powell, etc. Ça a les armes pour Tim Hardaway Jr. pour rivaliser et battre cette équipe de Denver qui dépend assez de Nikola Jokic. Évidemment, il faut que les Barton, les Monte Morris, comme Porter Jr., même si lui, je crois qu'il est encore blessé, performent pour l'épauler. Mais globalement, voilà, Porter Jr. est toujours forfait. Pour moi, Dallas doit gagner ce soir, entre 1 et 10 points d'écart. Pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre. Moins 4,5, ça me semble tout à fait logique comme handicap. C'est un beau no-bet sur cette rencontre pour ma part. Ensuite, on a Memphis qui reçoit les Rockets de Houston. Memphis qui est pas sur une bonne dynamique. Hein. Memphis, attention, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec cette équipe. Parce que elle est jeune, elle est en reconstruction, et dès la première année de sa reconstruction, grâce à un Ja Morant de ouf et une bonne cohésion, un bon coaching, des rôles bien définis, cette équipe a réussi à accrocher les playoffs à l'arrache, mais a réussi quand même malgré tout. Je me pose la question, quelle est la marge de progression de cette équipe? Et il est là pour moi le problème. Est-ce qu'on n'aurait pas vu le top du top de Memphis finalement d'entrée? Et est-ce que le départ de Jonas Valanciunas, qui était hyper important l'année dernière, va pas être un peu pénalisant? Peut-être pas sur du court terme, mais tout au long de la saison. Parce que pour moi, Valanciunas est largement meilleur que Steven Adams. Faut pas me dire le contraire. Meilleur offensivement, tout aussi bon au rebond, peut-être moins bon défensivement, potentiellement. Mais Memphis a besoin de mecs qui scorent aussi. Donc personnellement, je trouve que ça a été une erreur pour moi de faire partir Jonas Valanciunas et de le transférer pour Steven Adams. Au moins, ils ont récupéré poste par poste. Mais pour moi, Valanciunas a apporté énormément, était capable de marquer 25 points, prendre 20 rebonds, et c'est souvent grâce à lui que Memphis gagnait par le passé. Hein. Vous regardez bien, à chaque fois qu'il met 20 points, 20 rebonds, Memphis a gagné. Et il le faisait assez régulièrement. Et il a fait une très belle saison l'année dernière. Et d'ailleurs, regardez bien avec les Pélicans, dès qu'il fait un 20 points, 15 rebonds, les Pélicans, ça gagne. Dès qu'il a moins la balle, ou il est moins adroit, ou il gomme moins de rebonds, tout de suite, les Pélicans, ça coule. Et c'était pareil un petit peu Memphis. Les Grizzlies, justement, qui ont perdu contre les Pels, contre, comment il s'appelle notre ami Jonas Valanciunas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait, lui, notre Jonas Valanciunas? 15 points, 9 rebonds. Pas énorme. Steven Adams, 15 points, 9 rebonds. Les deux, ils se sont mis d'accord, en fait, pour faire exactement les mêmes stats. Hein. Comme ça, ils ne se font pas critiquer l'un et l'autre, ou du moins, les dirigeants ne se font pas critiquer. Mais bon, Memphis, ça a perdu contre les Pels. Memphis, ça a perdu largement contre Phoenix. Ça a perdu contre les Hornets. Ça a galéré. Ça a même volé, entre guillemets. Non, ils se sont battus jusqu'au bout, mais ils étaient pas loin de perdre contre les Wolves. Ils remontent de 12 points dans le 4e quart-temps. Minnesota fait de la merde dans la dernière minute ou dans les mêmes dernières secondes, ce qui permet à Memphis d'arracher la prolongation et de gagner. Ils se sont fait déboîter contre Washington. Ils ont gagné à l'arrache contre Denver. Ils s'étaient fait déboîter par Miami. Ils ont gagné à l'arrache à Golden State en plein road trip. Je suis pas rassuré par les derniers résultats de Memphis, personnellement, pour ma part. Alors vous me direz, ce soir c'est Houston, c'est une équipe de merde. C'est une équipe de merde, je crois qu'ils ont gagné cette année ou pas? Ah ouais, ils ont gagné contre OKC, c'est vrai, c'est leur seule rencontre.
C'est leur seule rencontre qu'ils ont gagnée. Ils se sont fait déboîter contre Phoenix hier. Ils sont perdus de 12 points contre Portland. Ils ont perdu à domicile de 8 contre Détroit, ça c'est moche. Ils perdent de 13 contre Oklahoma City. Non, à Golden State, pardon. Et ils perdent de 1 contre Denver seulement. J'ai envie de dire, vu les résultats de Memphis, qui est une équipe jeune, en reconstruction, quand je vois que, ok, ça peut prendre des branlées Houston, mais c'est capable de perdre que 13 points à Golden State, qui est l'équipe qui met des branlées en ce moment, qu'ils ont été capables de perdre que de 12 points à Phoenix, qui a été finaliste la dernière fois, qui ont perdu que de 2 points à Los Angeles avec LeBron James, qui ont perdu que de 10 points contre Los Angeles à Los Angeles avec LeBron James. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ont perdu que de 10 points contre Boston. Je me dis, ils sont capables quand même de rester dans un âge de plus 11 face à une équipe de Memphis, quand même. Tout dépend de leur envie, tout dépend aussi de leur réussite et leur efficacité offensive. Mais je sais pas, moi, si t'es capable de rester de 2 déplacements à Los Angeles Lakers et rester dans un handicap, si on avait mis cet handicap de plus 11 à Los Angeles, tu serais resté les 2 fois. T'aurais perdu de peu ton handicap à Phoenix. T'aurais passé ton handicap contre Denver. À Denver. T'aurais perdu de peu ton handicap contre d'un panier contre Golden State. Bon, je pense que toutes ces équipes-là, sur le papier, sont plus fortes que Memphis. Donc, bon, j'ai une préférence sur le plus 11. C'est pas l'assurance tout risque, mais pour moi, un plus 11 Houston me semble pas déconnant. Au vu des résultats de Memphis, on peut pas avoir confiance sur un moins 11, en tout cas. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Donc voilà, un peu long sur ce match-là. Match de merde, mais au moins, on est rentré un petit peu dans les détails. Minnesota face à Phoenix. Alors, Minnesota, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de cette équipe? Moi, elle me gave, cette équipe-là. Elle me gave. Je sais pas quoi penser, en fait, moi. C'est une équipe qui a du talent, qui est capable de battre Phoenix ce soir comme se faire exploser l'oignon. C'est même une équipe qui est capable de mener de 20 points contre les Clippers, de se faire remonter, perdre de 20 points chez eux. C'est quand même magnifique, cette équipe de Minnesota. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Dites-moi en commentaire d'ailleurs. On fait quoi avec eux? Alors Phoenix c'est chaud en ce moment. C'est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée. Bon après ça n'a pas joué non plus des ogres. Hein. Houston, Memphis, ça a joué Portland. Se déplacer à Sacramento qui est relou. Ouais, ça joue Atlanta. Ça a joué Houston, New Orleans. Et tu joues Cleveland qui était en plein back-to-back road trip. Tu gagnes que de 9. Bon. Ok. Mais bon, t'es quand même assez costaud en ce moment, Phoenix. Donc on va pas dire que Phoenix arrive dans une mauvaise phase. Donc attention quand même à ce que les Suns ne les prennent pas de haut. Et nos amis des Wolves, voilà, ça c'est n'importe quoi. Ça se fait déboîter à domicile contre Orlando, ça se fait déboîter par les Clippers, ça se refait déboîter par les Clippers, ça perd de 20 le deuxième match contre les Clippers, ils menaient de 20 à Minnesota, hein. Ça fait un delta de moins 40 quand même, hein. Il fait froid, hein. Il fait froid à Minnesota les amis, hein. Ensuite, ils ont le match en main contre Memphis. Bon, allez, on se fait remonter de 12 points, les amis. Et puis on perd en prolongation. Bah oui, c'est tout à fait normal. Ensuite, on se fait déboîter à Golden State. Et on sait pas pourquoi. On est mené à la mi-temps contre les Lakers. Et puis, contre les Lakers, qu'est-ce qui va se passer? On va se réveiller dans le troisième quart-temps. On va mettre un 40-12. Un 40-12, on sait pas d'où il sort. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. 40-12 pour Minnesota. Ça gagne heureusement le match quand même, hein. On sait jamais avec eux. Ça gagne heureusement le match. Le lendemain, tu te dis, bon pas le lendemain, voici c'était le lendemain, donc hier ou avant-hier. Tu te dis, allez Minnesota, cette fois-ci, ils menaient de 20 points à domicile contre les Clippers, ils viennent de battre et ils ont quand même malgré tout perdu, mais quand même ils ont mené de 20 points. Et qu'en plus ils ont battu les Lakers la veille. On se dit c'est bon, ils se sont réveillés, ils peuvent peut-être enchaîner, peut-être accrocher au moins les Clippers cette fois-ci, ils vont peut-être les accrocher. Ah bah non, on prend une grosse fessée, 129-102.
Comment vous voulez partir sur un Minnesota à 2,48 chez eux ou un plus 3,5 à 2,01 ce soir? En fait, comment on peut savoir quand il faut jouer Minnesota? Pour moi, il n'y a aucune value sur Minnesota ce soir. Aucune. Aucune, mais ça, encore une fois, ça pue le piège. Ça pue le piège pour Phoenix qui arrive sur 7 ou 8 victoires d'affilée. Déplacement à Minnesota qui peut être casse-couille. S'ils sont chauds ce soir, Minnesota est capable de gagner. Alors moi je touche pas ce match-là les amis. Je touche pas ce match-là. Minnesota, je sais pas comment lire. 2,48 hein. On va regarder la probabilité. Hein. Encore une fois, 2,48. 40% de probabilité de gagner pour Minnesota. Les mecs ils se sont fait déboîter par Orlando chez eux. Par Orlando, les amis. Tu t'es fait déboîter par Orlando chez toi. Tu t'es fait déboîter 2 fois par les Clippers chez toi. Qui pour moi, les Clippers sont moins forts que Phoenix. Et t'as même mené de 20 points contre les Clippers chez toi. Et t'as perdu de 20. Mais comment on peut avoir confiance dans cette équipe-là? Comment on peut investir, mettre 1 centime d'investissement sur Minnesota en ce moment? C'est... Voilà, moi j'avais joué contre eux, contre les Lakers. J'avais un Lakers -2, quasiment outsider chez eux. À la mi-temps j'étais serein, 3e quart-temps dégueulasse, bon ça arrive. Mais j'ai aucun regret sur mon bet. Aucun regret. Comment vous vouliez partir sur du Minnesota à l'extérieur, à Los Angeles Lakers, avec une cote de merde finalement? C'était une cote de merde, faut le reconnaître. C'était une cote bidon. 2,05 la cote quand même. 2,05 sur un bookmaker que je ne peux pas citer. 2,05 à Los Angeles. Vous avez vu les performances qu'ils ont fait. Pour moi c'est une cote qui est complètement affreuse. Donc j'ai aucun regret d'avoir pris les Lakers. Et pour moi il y avait zéro value sur Minnesota sur ce match là. Même si c'est gagné. Même si les gens comparé à Minnesota ont gagné. Bravo à vous. Mais pour moi aucune value. Aucune value sur ce match-là. Et c'est pas parce que vous gagnez un bet que vous avez pris un bon bet, hein, les amis. Hein. C'est pas parce que vous avez perdu un bet que vous avez pris un mauvais bet. C'est pas parce que vous prenez un bet value qui va être gagnant. D'accord? Ça, faut que vous le mettiez dans le crâne. Et voilà, par exemple, on peut prendre l'exemple de Minnesota. Ceux qui ont pris Minnesota, bravo à vous. Le match vous a donné raison. Est-ce que sur le long terme c'est un bon match? On refait 1000 fois le match, est-ce que vous gagnez de l'argent? Et je suis pas si sûr que ça. C'est-à-dire que sur 1000 fois, une cote à 2,05, il faudrait que 1000 matchs, il faudrait que vous gagniez 450 fois le match. Et là vous ne gagnez pas d'argent. Hein. Là vous êtes F0. Hein. Vous ne gagnez aucun match. Enfin vous gagnez pas d'argent. Si je fais bien, si je me trompe pas. Hein. Là je fais de tête, mais fallait gagner. Ah, putain, je me suis trompé. On fait 1000 matchs, fallait gagner 487 matchs pour ne pas gagner d'argent. On fait 1000 fois le match, est-ce que Minnesota gagne plus de 487 fois le match? Je suis pas si certain que ça. Hein. Déjà, s'ils arrivent à gagner 500 matchs, donc la moitié des matchs, ça c'est déjà très très bien. Hein. Mais bon, bref, le débat n'est pas là, mais c'est pour vous montrer que c'est pas parce que vous gagnez un bet que le bet était bon. Il y a certains qui sont là en train de se dire « Ouais, non, c'est bon, j'ai gagné mon bet, c'était un bon bet. » On le sait pas. Vous le saurez si vous prenez plus de bons bets que de mauvais bets, donc vous prenez plus de value que de sous-value. Après un historique de 1000, 2000, 3000, 4000 bets, plus l'historique de vos pronostics sera important, plus en fait finalement la chance, la variance se rééquilibrera, et en fait vous aurez pris plus de value que de sous-value. C'est-à-dire que là, vous partez, vous faites votre stratégie, vous misez les matchs qui vous plaisent, que vous estimez value, etc. Vous respectez votre money management, etc. Si après 1000 pronostics, vous êtes en bénéfice, ça veut dire que sur ces 1000 pronostics-là, vous avez pris plus de value ou de sous-value. Malheureusement, 1000 pronostics, vous avez peut-être eu un poil plus de chance sur ces 1000 pronostics-là. Donc, il faut encore faire 1000 pronostics pour voir déjà qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous êtes à l'équilibre après ces 1000 pronostics? Parce que vous avez une variance neutre par exemple, vous avez aussi pris des mauvais choix, etc. Bref, vous ne gagnez pas d'argent. Peut-être que là, vous avez une variance un poil négative. Donc du coup, voilà, vous êtes toujours en positif après 2000 bêtes, mais peut-être qu'il faut encore 1000 bêtes environ. Donc arriver à 3000, là, la chance et la malchance s'équilibrent. Donc si après 3000 bêtes, vous êtes toujours en positif, c'est que vous avez pris plus de value que de sous-value.
Mais attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut que derrière, vous continuez à être focus, à respecter votre stratégie, etc., votre manière de faire, malgré les tempêtes, etc., les bad runs, et que les 3000 prochains bêtes, vous soyez bons. C'est là où finalement c'est très compliqué le pari sportif et qu'il faut être performant, qu'il faut être resté focus, pas s'enflammer, etc., etc. Bref, ça c'était un petit topo au niveau des values et des bêtes. Voilà. Prenons un autre match. OKC qui reçoit Miami. OKC qui a perdu hier face à Brooklyn. Miami qui a fait quoi Miami qui est en plein road trip Miami qui est en plein road trip, qui viennent de battre le Jazz, privé de Jimmy Butler, donc ça c'est une belle perf. Ça avait perdu aux Clippers, ça avait perdu aux Lakers, ça avait perdu à Denver. Bon, tu pouvais sentir un match piège pour Utah, mais de là que le Jazz se fasse dominer par le Heat, en plein road trip, attention. Là, on est en plein road trip encore pour Miami, qui viennent de faire une grosse perf contre le Jazz. Est-ce qu'ils vont réussir à confirmer? Jimmy Butler est incertain, Bam Adebayo était incertain, mais il joue quand même. J'ai un peu le sentiment que, potentiellement, que Miami va mettre les tongs ce soir. Je sais pas pourquoi, mais ok, Bam Adebayo, il est là, il est en game time decision, mais il devrait jouer. Est-ce qu'ils vont forcer avec lui contre Casey? Je suis pas si sûr que ça. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de faire jouer Jimmy Butler ce soir? Je suis pas si certain que ça. Ou du moins, s'ils le font jouer, est-ce qu'ils vont jouer à fond? Je ne sais pas trop. Logiquement, Miami par favori. De là à passer un -9, de mettre une fessée au KC qui dernièrement a l'air d'être un crocheur. Bon, ils viennent de se faire taper contre Brooklyn, mais ok, mais ils ont battu les Kings, ils ont battu les Pelicans, ils ont battu les Spurs, ils ont battu les Lakers. Ils avaient accroché les Clippers. Ils avaient rebattu les Lakers. Ils ont perdu que de 8 points à domicile contre les Warriors. Donc, bon. Le spot de Miami est pas top quand même. Hein. Plein road trip, tu viens de battre le Jazz, t'as Bam Adebayo et Jimmy Butler qui sont incertains, même si Adebayo joue. Est-ce que tu vas vraiment jouer à fond? T'es en plein déplacement, t'es en road trip. Est-ce que c'est un bon spot pour partir sur un Miami -9? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que ça peut être un match que Miami va gagner, mais sans trop forcer. Donc méfiance quand même sur le Heat, si vous voulez partir dessus. Pour moi, c'est pas un bon spot, donc laissez tomber pour moi le Heat si vous voulez partir dessus. Ça me plaît pas trop ces conditions-là finalement. Donc pour moi, c'est un no-bet sur Miami dans cette rencontre. Et enfin, je crois qu'on arrive au bout. Hein. Il nous manque 2 matchs. Et d'abord les Raptors qui se déplacent à Portland. Portland qui part légèrement favori. Portland qui a perdu à Denver hier. Toronto qui a perdu contre Détroit. Mais le gros problème de cette rencontre, c'est qu'on a 2 joueurs majeurs incertains pour cette rencontre. En tout cas, j'ai pas eu l'info au moment là où je fais la vidéo. Van Vliet, Game Time Decision. Damian Lillard, Game Time Decision. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Notamment Damian Lillard Game Time Decision. Pour moi, si Damian Lillard est là, franchement, un Portland -1,5, ça peut se prendre, mais sans regret. Ça peut se prendre sans regret, parce que logique qu'ils soient favoris chez eux, il y a plus de talent offensif. Voilà, j'aime plus le roster de Portland, et je pense que c'est pas un déplacement facile pour Toronto. Donc... Si Lillard est là, qu'est-ce que tu voulais mettre? On est à -1,5. Hein. -1,5, c'est quasiment du 50-50. On est vraiment à rien de mettre du Portland outsider chez eux quand même. Faut pas déconner. Si Lillard est là, faut pas déconner. Portland est quand même favori chez eux. Et pour moi, si Lillard est là, value sur Portland. Si Lillard n'est pas là, ça rééquilibre clairement les débats. Et Toronto est capable d'aller gagner à Portland. Mais on va pas enterrer tout de suite les Blazers.
clairement. Il y a du monde, il y a du Powell qui peut peut-être se venger de son ancienne équipe. Bon, vous me direz Trent Jr. aussi. Donc Trent Jr. et Powell, ça peut être deux petits players performants si vous voulez tenter, notamment peut-être plus Powell si Damian Lillard n'est pas là, mais vous me direz si Van Vliet n'est pas là, Trent Jr. aussi, donc ça peut être deux bons spots hein, ce soir. Bon, moi je suis pas expert player performance, hein, donc j'en ai aucune idée. J'ai pas analysé tout ça, mais je vous donne un petit peu mon ressenti potentiel. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Est-ce que Toronto est capable de gagner à Portland? Oui. Mais est-ce que la cote en vaut la chandelle? 2,06 à l'extérieur, Lillard ou pas Lillard? Est-ce que t'as vraiment envie, quoi? Moi, personnellement, non. Portland, s'il n'y a pas Lillard qui est là, à 1,854, est-ce que t'as envie? Non, merci. Donc, moi, si Lillard n'est pas là, c'est un bon no bet. C'est un bon no bet dans ce match-là. Si Lillard est là, Portland, sans regret. Sans regret. Et enfin, le dernier match, alors on n'a pas les cotes a priori. Ah si, c'est là. C'est les Bulls en road trip, en back-to-back, qui se déplacent à Los Angeles, privés donc toujours de LeBron James, les Bulls privés de Vucevic, Chicago qui viennent de battre les Clippers, et les Bulls qui sont favoris à Los Angeles Lakers. J'ai du mal quand même à lire cette rencontre. Les Lakers c'est quand même dégueulasse, hein, faut pas se mentir, avec ou sans LeBron James, ça joue pas ouf. Hier, Los Angeles a gagné, si je me trompe pas, contre les Spurs, c'est ça. Je sais pas trop quoi penser de ce match-là. Moi, ça me plaît pas du tout de prendre un Bulls léger favori à l'extérieur, en plein road trip, en back-to-back à Los Angeles, où il y a quand même encore quelques petits joueurs comme Anthony Davis et Russell Westbrook. Ça me plaît pas du tout de partir sur Chicago que dans ces conditions. Partir sur du Lakers outsider chez eux, est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est une connerie? Je vais même aller vérifier un truc qui pourrait peut-être même me pencher plus là dans la balance. Quelque chose. On va aller vérifier ça. Troisième match, je sais pas si vous voyez à l'écran. Hein. Troisième match en 4 jours et back-to-back pour Chicago en plein road trip. Vous me direz, les Lakers, c'est pareil. Troisième match en 4 jours, back-to-back. Mais ils sont pas en road trip. Ils sont pas en road trip. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, le calendrier ne favorise pas les deux équipes, mais un peu plus Chicago quand même. Ça les défavorise un peu plus. T'enchaînes les déplacements, t'es en back-to-back, troisième match en 4 jours. T'as pas Vucevic. Bon. En plus, comment ça s'appelle Minnesota avait tapé les Lakers dans le quatrième carton. Ils n'ont pas beaucoup joué. J'ai envie de vous dire, les amis, que les Lakers outsiders chez eux, face à des Bulls en road trip sans Vucevic, en troisième match en 4 jours, back-to-back, c'est pas dégueulasse à prendre. Sauf si justement, dans les conditions où c'est actuellement, les Lakers mettent au repos du Anthony Davis. A priori, il n'y a pas d'infos par rapport à ça, mais on va vérifier quand même. On va vérifier. Hop. Ok. Que LeBron James va pas tarder à en revenir. Bon, il n'y a pas d'infos sur Anthony Davis ni Russell Westbrook. Lakers, 2-0-4, chez eux. Vous pouvez même peut-être aller chercher un petit -1 là, à 2-13. Un moins à 2-13, voire un -2 à 2-29 chez eux. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, je préfère aller chercher le -1 à 2-13 que le sec à 2-0-4. Tu prends pas un risque non plus démesuré. Mais voilà, moi je pense que les Lakers sont capables de gagner face aux Bulls. Va pas falloir faire un troisième carton dégueulasse comme contre Minnesota, tout simplement. Mais et puis regardez bien la victoire d'hier des Bulls. Il a fallu un énorme de DeRozan aussi, donc ça va dépendre énormément de DeRozan et de Zach LaVine évidemment. Et qui pour stopper Anthony Davis chez les Bulls sans Vucevic? Bon, c'est pas un énorme défenseur Vucevic, mais il fait de la viande. Les Bulls à l'extérieur, troisième match en 4 jours. Back-to-back, road trip. 869, non merci. Non merci. Non merci. Donc voilà les amis pour cette longue vidéo.
Déjà 43 minutes. 43 minutes qu'on fait cette vidéo. Quand je vous dis que ça prend du temps, ça prend du temps. Je dois faire le montage, etc. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en commentant, en partageant. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve sur le Discord pour échanger de cette carte sur cette nuit NBA et sur les prochains matchs. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.